Ce qui fait fonctionner aujourd'hui le monde, c'est les énergies fossiles. Donc question, pourquoi est-ce qu'on est passé des énergies renouvelables aux énergies fossiles si les énergies renouvelables, c'est vachement bien? Et alors là, mon hypothèse, c'est qu'il faut en revenir à la nature humaine. Notre biologie n'ayant pas changé sur les derniers siècles, et on est caractérisé par quelques traits de comportement que vous allez retrouver à peu près tout le temps. Le premier trait de comportement, c'est que dès qu'on peut faire quelque chose en dépensant moins d'énergie, on le fait. Et on le fait parce que, comme tous les mammifères, ou quasi, tous ceux qui ont un chat le verront bien, ils passent sa journée à roupiller, les chiens c'est pas loin du reste, en fait, on a toujours eu tendance à économiser notre énergie corporelle pour être sûr de l'avoir à disposition le jour où il faut courir derrière une proie ou échapper à un prédateur. Et énormément de mammifères sont comme ça, d'accord? Énormément, même d'animaux sont comme ça. Donc en gros, on est flemmard. C'est pour ça que nous sommes devenus, à la faveur des écrans et des paquets de chips, des couch potatoes, comme vous le savez probablement, vautrés devant un écran dans notre canapé en train de bouffer des cacahuètes. La deuxième chose, c'est que nous accumulons non seulement des réserves d'énergie corporelle, mais depuis que nous sommes des animaux sociaux, la société accumule des réserves d'énergie extracorporelle, notamment aux moyennes latitudes, parce qu'il faut passer l'hiver. Et c'est la raison du reste pour laquelle les sociétés humaines, plus elles sont proches des pôles, plus elles sont solidaires et collectives. Les Scandinaves sont plus solidaires et collectifs que les populations qui sont installées plus au sud. C'est pour ça qu'historiquement, ils ont toujours été plus intéressés à respecter l'environnement. Ça vient de leur histoire. Il y a un déterminisme géographique qui est fort. Et du reste, sur le déterminisme géographique et les civilisations, je vous conseille également la lecture de cet excellent bouquin de Jared Diamond qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés », « Guns, Germs and Steel » en anglais, qui est également un bouquin qui vous expliquera en quoi la forme des continents, la géographie, les climats, etc., et les plantes disponibles ont fait que, in fine, les conquistadors espagnols sont allés zigouiller les Incas. C'est extrêmement intéressant comme analyse. Voilà, donc on accumule de façon extracorporelle, et ça s'incarne dans cette fable de la cigale et de la fourmi, que vous connaissez tous et toutes, qui est que l'animal qui épargne, il est valorisé par rapport à l'animal qui flambe. Hein, c'est un peu moins vrai dans le monde financier, mais c'est pas grave. Et enfin, dernière caractéristique, c'est que nous sommes des animaux sociaux, nous vivons en groupe, et dans les groupes d'animaux sociaux, il y a quelque chose qui s'appelle la hiérarchie. Il y a des rapports qui s'organisent avec une hiérarchie. Donc, l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes, ça n'a jamais existé, et vous pouvez me trouver triste aussi, ça n'existera jamais. La question est de limiter éventuellement les inégalités, la question est éventuellement de gérer une forme d'équité, mais l'égalité parfaite, ça n'existe pas. Vous n'avez pas tous la même couleur d'yeux, vous n'avez pas tous la même taille, etc. Vous ne courez pas tous à la même vitesse, et ça ne sera jamais le cas. Donc, du reste, les gens qui sont ici ont été plus favorisés par la vie que les gens qui n'y sont pas, ou en tout cas que le type qui fait la manche à l'extérieur. Donc, vous avez de l'inégalité dans les sociétés humaines, c'est comme ça, et on organise cette inégalité au travers de nos rapports sociaux, de la structure de la société. Et quelque chose qui est important là-dedans, c'est les éléments de statut. C'est ce qui nous permet d'avoir plus d'avantages que nos congénères, que l'on soit le chef babouin ou le chef humain. Et ça, c'est également quelque chose qui nous pousse à l'accumulation. D'accord ? C'est ce qui fait que dans les négociations salariales, c'est très rare que les gens réclament moins. En général, ils réclament plus, quel que soit leur niveau de salaire initial. Donc le trader surpayé va quand même réclamer un bonus supérieur l'année d'après, parce qu'il est mu par cette affaire d'éléments de statut et d'organisation des groupes sociaux. Et alors, ces trois caractéristiques biologiques ont fait que quand on a réalisé qu'avec l'énergie fossile, on pouvait faire beaucoup mieux qu'avec l'énergie renouvelable, et je vais vous expliquer pourquoi, on est passé des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Voilà, c'est aussi con que ça. Et pour refaire le chemin dans le sens inverse, il va falloir qu'on lutte partiellement contre notre biologie et contre la façon dont on est incité à structurer nos rapports en société. Alors, pour vous montrer pourquoi la physique nous a fait passer des renouvelables aux fossiles, je vais prendre un petit exemple qui est la force du vent. Imaginons que vous preniez un cube d'air de 10 mètres de côté et que vous le fassiez avancer à 80 km/h. Tous les Marseillais qui nous écoutent comprendront qu'il s'agit d'un vent Mistral. Et que vous faites passer ce cube d'air dans une éolienne. Vous allez évidemment récupérer de l'énergie. Eh bien, la quantité d'énergie que vous allez récupérer est équivalente à celle que vous auriez en faisant brûler 3 millilitres de pétrole. C'est-à-dire à peu près ça. Vous comprenez bien que si on utilise le vent, on va avoir à notre disposition une énergie considérablement moins dense que si on utilise du pétrole. Et que du coup,
Extraire de l'environnement l'énergie du vent, ça demande des dispositifs qui sont beaucoup plus volumineux et beaucoup plus importants qu'extraire la même énergie de l'environnement sous forme de pétrole. Ça va beaucoup plus vite, ça va vachement plus vite d'extraire cette énergie sous forme de pétrole. Et c'est la raison pour laquelle on est passé de l'un à l'autre. Alors ça se retrouve également dans les coûts, et vous allez voir qu'en plus ces coûts sont biaisés, je vais vous expliquer pourquoi. Si je prends l'énergie du vent, aujourd'hui j'ai une énergie qui est disponible en coût technique, en sortie d'éolienne pour quelques centimes. Aujourd'hui, en coût technique, c'est-à-dire si je paye juste le puits, les ingénieurs de Schlumberger qui font, enfin maintenant on dit SLB, qui font le logging, etc., je ne paye ni les rentes à l'État producteur, ni les taxes à l'État consommateur, juste le coût technique. Eh bien, le pétrole qui sort d'un puits aujourd'hui, il vaut une fraction de centime de kilowattheure. Ce qui veut dire qu'entre l'éolien et le pétrole, encore aujourd'hui, vous avez une différence de quelques dizaines, un facteur de quelques dizaines sur le prix. Et en fait, ce facteur de quelques dizaines, il est sous-estimé. Il devrait être plus important. Pourquoi? Parce que l'éolienne moderne, vous avez besoin, c'est la fameuse intrication des énergies dont je parlais tout à l'heure, vous avez besoin de charbon pour faire son mât, et d'une manière générale, toutes les pièces métalliques qui sont dedans. Vous avez besoin de pétrole pour toute la chimie organique et tous les transports intermédiaires qui ont permis de la fabriquer et de l'assembler. Et vous avez besoin d'un combustible, par exemple du gaz, pour le plomb en béton qui est à sa base. Question à laquelle aucun de vos profs d'économie n'a la réponse aujourd'hui. Aucun. Si je supprime les combustibles fossiles, combien vaut l'éolienne? Pas un de vos profs, ni moi du reste, n'a la réponse à cette question. Or, aujourd'hui, vos profs d'économie vont pour partie vous montrer qu'on peut faire des projections économiques qui sont le plus souvent des raisonnements par induction. Vous savez, un raisonnement par induction, c'est je constate ce qui s'est passé et donc je prolonge. Sauf qu'avec ce genre de raisonnement, en mesurant votre taille entre 0 et 15 ans, je constate qu'à 40 ans, vous devriez faire 4 mètres. Ça marche moyen, d'accord? Donc un raisonnement par induction, ça n'est jamais une démonstration en tant que telle. Ça ne vaut rien comme démonstration. C'est un constat, ce qui s'est passé, point. Ça ne vous dit rien sur le fait que ça va continuer comme ça ou pas. Et en fait, la baisse des prix, c'est un résultat de la mondialisation. Je vais vous montrer dans pas longtemps que la mondialisation, c'est les combustibles fossiles. Donc dans un monde qui a moins de combustibles fossiles et qui se démondialise, que deviennent les prix? C'est sûrement pas le constat du passé qui peut vous donner la réponse. Sûrement pas.